je me suis inspiré un peu des interviews que Victor Doria peut faire. Je ne sais pas si tu vois c'est qui Victor Doria. C'est un athlète qui fait du gi, no gi, qui tourne dans l'académie Fight Sport Cyborg. Ouais. Et en fait, il fait un petit jeu de questions-réponses assez rapide. Déjà, dans un premier temps, j'aurais aimé que tu te présentes en quelques mots, si c'est possible. Je m'appelle Thomas Loubersan, pratiquant de jiu-jitsu brésilien no-gi. Je ne fais pas de kimono. Donc, quand je donne des cours, des séminaires, je travaille vraiment sur la spécificité de la différence sans le kimono. J'ai des racines de lutte livrée par mon maître Roberto Letan. Et actuellement, cette année, j'ai été numéro 1 IBJF Baguette adulte no-gi. Donc tu insistes beaucoup dans tes séminaires sur la différence qu'il peut y avoir entre le gi et le no-gi. Qu'est-ce que d'après toi le gi peut apporter au no-gi et qu'est-ce que le no-gi peut apporter au gi? Avant de parler de qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre, je pense que c'est très important, c'est ce que j'ai un peu axé aujourd'hui, de comprendre la différence entre les deux. Il n'y a pas de meilleur, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a deux pôles, deux antipodes qui sont très fortes, avec des qualités complètement différentes. La première des étapes, c'est de comprendre vraiment quelles sont l'importance de l'un et le travail à faire en premier, et de l'autre aussi. Et après, bien sûr, parce que c'est la même racine, l'un peut apporter à l'autre. Mais attention à pas aller dans le travail de l'autre alors que c'est une autre couleur ce qu'on fait. Le no-gi, ce qu'on a vu aujourd'hui, en résumé, est un travail de dynamique de mouvement, de distance et tout ça, alors que l'autre est un travail déjà, on est déjà à distance, grippé, c'est un travail de levier. Maintenant, bien sûr que si on attrape un no-gi, accentuer les leviers pour améliorer les moments au cas où on est en danger, il faut l'avoir. Comme de temps en temps en gi, ça peut être pas mal de savoir casser des postures, savoir faire des retraits, même si c'est le kimono. Mais il y a des racines d'abord à comprendre de l'un et de l'autre. Et on peut améliorer l'un et l'autre après, bien sûr, en complétant. Mais après, de mon opinion, on a des tempéraments qui vont coller plus à l'un et à l'autre. Mais on peut explorer l'autre côté pour se équilibrer un peu mieux, on va dire. D'accord. Et maintenant, à titre personnel, qui est pour toi le partenaire d'entraînement le plus coriace? Celui avec qui tu as eu l'occasion d'entraîner, qui est le plus dur, qui t'a appris aussi peut-être le plus? Ce que je disais une fois sur l'interview, en fait, il n'y a pas de meilleur combattant, il n'y a pas de meilleur partenaire. Quand je travaille avec un partenaire, il me permet de travailler une certaine chose d'une manière super bien sur ce point-là. Et il n'y a pas besoin d'avoir forcément le meilleur. Qui t'a surpris à l'entraînement? Si, il y a des mecs qui surprennent, mais sur un détail en fait. Mais c'est pas lui qui va me permettre d'être meilleur sur tout en fait. Il n'y en a pas un qui va t'aider à être meilleur en général le combat. Il y en a un qui va t'aider à comprendre l'importance. Par exemple, quand tu as quelqu'un de haut niveau, parfois il y a des gens qui se transforment. Dès qu'on a un mec fort, on devient fort. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Moi, par exemple, quand je tourne à toi, c'est des mecs très forts et du coup, je sais que je fais partie des gens. Quand j'ai un mec fort, je deviens encore meilleur. Mais c'est pas avec eux que j'ai appris certaines choses. Par contre, j'ai appris la concentration, de ne pas faire l'erreur et tout, parce qu'avec ces gens-là, il ne faut pas. Par contre, de pouvoir développer, c'est pas avec ces gens-là qu'on développe en fait. Je vais développer parfois, je vais exagérer de l'autre côté, mais je vais parfois développer avec une fille, avec une débutante à ceinture blanche, parce qu'ils ont ils sont entre guillemets moins forts, mais ils vont avoir de la vivacité, ou ils vont avoir des choses super rapide ou agressif, là où un black belt parfois on est trop codifié. Donc il va me permettre de travailler la vigilance, la réactivité. Donc chaque personne peut être très forte. Et le combat pour toi qui a été le plus difficile dans ta carrière de sportif? J'en ai pas un qui sort comme ça, j'en ai pas. J'ai eu plein de combats difficiles. Moi en fait, et surtout cette année. Une compétition sur laquelle tu sentais que le niveau était vraiment. Quand on combat au World Logi, quand on combat à la DCC, quand on combat au Pan America, quand on combat à l'Europe, sur les gros événements mondiaux, les 3-4 événements, c'est du gros niveau. Voilà, on le sent que c'est un état d'esprit, on arrive, il faut être prêt parce qu'on sent que c'est un cran au-dessus. Après, il n'y a pas de combat plus facile, même dans les Open, parce qu'il y a des mecs qui jouent leur vie, ils vont pas au World, mais sur un mec qui soit un peu mieux classé ou n'importe quoi, les mecs qui jouent sa vie sur toi, quoi. Donc parfois, un mec pas forcément connu joue sa vie lui sur toi. Donc parfois, il est parfois plus dangereux ce match-là qu'un mec grand, titré, truc qui vient sur toi, qui va la jouer plus tranquille. Donc c'est pour ça que c'est difficile à dire qui est le meilleur combattant, qui est truc. Moi j'ai tellement eu, par exemple cette année j'ai fait 32 matchs, sur les 32 matchs, je sais pas, j'ai dû avoir 25, 26, 27 matchs difficiles, serrés. J'ai dû en avoir 4-5 de facile, ouais, où on sentait que quand même c'était en dessous, tu vois. Mais j'ai 3 dernières questions, très rapidement. Le gi, jamais? Tu fais jamais de J'en ferai quand je vais arrêter ma carrière, je vais le faire. Parce que dès le début, en fait, j'en ai fait un tout petit peu, 15-20 jours, 30 jours, sur 15 ans. Mais j'avais Cassim Manan, qui est un très bon ami à moi et qui était très fort, qui m'a dit Thomas,
ne fais pas de king, ça va te changer ton jeu en fait. Pour l'esprit compétition, je parle. D'accord. Et comme je suis quelqu'un d'entier, si je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond. Je dis pas que si je l'aurais fait, j'aurais amélioré certaines choses, mais comme j'ai un jeu tellement basé sur partir, revenir et frustré, je pense que les kings m'auraient donné une habitude de rester peut-être à certains moments au lieu de partir. D'accord. Et quels sont tes projets là, pour cette année 2020? Qu'est-ce que tu es en train de préparer actuellement? Là, j'ai fait une grosse saison, j'ai 40 ans, donc je suis mitigé entre m'arrêter en étant au sommet, Ouais. quand même numéro 1 Black Belt, IBJ, FMOGI, c'est quasiment la première fois qu'il y a un Européen qui l'a fait. J'ai 40 ans, c'est-à-dire que je sens quand même la fatigue et tout ça. C'est pas combattre, parce que du combat dans 10 minutes, je le fais. C'est surtout la récupération et surtout la place que je donne à mon fils, c'est ça que j'aimerais rééquilibrer un peu plus. Maintenant, soit j'arrête, parce que j'ai enseigné plus que combattu. D'accord. Donc j'ai été plus un professeur que combattant, contrairement à ce que les gens peuvent croire qu'ils ne me connaissent que à travers le combat et la compétition. Mais soit enseigner, me réoccuper des élèves, cette année je me suis occupé de moi. Et là c'est octobre, la première qualif à DCC et peut-être le dernier coup sur la DCC. On va dire que pour l'instant je suis 60-40 sur faire peut-être la qualif à DCC. Ok, bon, très bien. Bah écoute, merci encore d'être venu et puis à bientôt j'espère. Merci.